On va parler des comparaisons multiples, de l'analyse en sous-groupe et des analyses post-hoc. Post-hoc, ça veut dire qu'on a fait une étude, donc par exemple Shift, Beautiful, tout ce que vous voulez, et après, on va récupérer les données, on va les arranger, et on va refaire une deuxième étude avec les données déjà récupérées du précédent essai. Le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, quand on fait une étude, c'est tout marqué dans le marbre. Le nombre de patients a été calculé par rapport au critère principal. Les données ont été toutes faites pour une situation clinique très particulière. Donc tout ce que vous allez refaire après va être une reconstruction de l'essai. Et vous allez voir que l'on peut faire des choses très 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 drôles en reconstruisant un essai. Donc une étude post-hoc est toujours de nettement bonne qualité scientifique, ça c'est moi, que l'essai qui a été fait initialement. Ça peut être intéressant parce qu'on peut démontrer on peut chercher des choses et les trouver si on réfléchit différemment. On va faire une étude on fait une étude post-hoc et on va mettre peut-être en évidence que dans un sous-groupe particulier, ça bénéficie. Mais on ne peut pas dire que le médicament est plus efficace dans ce sous-groupe. On peut simplement dire qu'on va faire une autre étude scientifique en partant du principe de base que dans ce sous-groupe, c'est supérieur. D'accord? Ça, c'est super important. L'analyse post-hoc, ça ne peut générer que des hypothèses. Ça ne peut absolument pas générer une prescription. L'analyse en sous-groupe, c'est vous prenez votre population, vous la découpez en sous-groupes et vous voyez dans quel sous-groupe c'est bénéfique ou pas. Quand ça a été décidé, quand on a gravé l'étude dans le marbre, ça peut être intéressant. Quand on le fait après, ça peut donner des résultats rigolos, on va le voir. Et les comparaisons multiples, c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire que vous lancez le dé pour plusieurs sous-groupes ou pour plusieurs catégories de population. Vous faites une analyse sur la population globale, ensuite vous faites une analyse pour les gens qui ont entre une fréquence cardiaque entre 65 et 70, une analyse entre 70 et 80, etc. Chaque fois que vous lancez les dés, vous prenez le risque que le résultat observé est dû aux fluctuations aléatoires. C'est-à-dire, chaque fois qu'on lance les dés, on empiète une partie du P inférieur à 0,05. En fait, on dit qu'on fait une inflation du risque alpha. Et vous allez comprendre après ce que c'est. Parce que je ne suis pas très clair, mais les diapos après sont plus clairs. J'ai pris cette étude, qui était un truc énorme, qui date des années 90. Donc c'était 17 187 patients. Et en fait, en gros, on teste l'aspirine chez les coronariens. Donc vous imaginez que ça va être super positif. Hein. D'ailleurs, ça a été super positif, ça tombe bien. Et il y a des statisticiens qui ont voulu rigoler un coup, et aussi être didactiques, en montrant la perversité des essais en sous-groupe post-hoc. Donc c'est simple, ils se sont dit, donc il y a quelques années, on a fait cet essai, on va diviser la population en fonction des signes astrologiques. D'accord? Eh bien, manque de peau, l'aspirine est délétère chez les Gémeaux et les Balances. Bon, c'est pas statistiquement significatif, mais en gros, quand le patient arrive, donc je vais me la jouer, laboratoire médical, je dis « Ok, vous êtes quoi ?» Eh ben, je suis cancer, ça va, on va mettre de l'aspirine. Vous êtes quoi? Je suis Gémeaux. Ah ben non, pas d'aspirine, parce que... Et bon, c'est sorti dans un truc de statisticien, mais c'est vraiment pour le fun, hein, ne faites pas ça, hein, ne demandez pas le signe astrologique quand vous voyez vos patients. Hein. Mais ça montre vraiment qu'on peut faire des trucs marrants. Ça, c'est XKCD, donc c'est mon t-shirt fétiche. Donc en fait, ce type qui créait ça s'appelle Randall Munroe. C'était un type qui était spécialisé en robotique et qui travaillait pour la NASA, c'est-à-dire une intelligence. Même le bâtiment de la CPL ne pourrait pas contenir son intelligence. C'est dire. Et en fait, il parle de plein de choses. Son blog, qui est en fait toute une série de bandes dessinées, est exceptionnel. Et il y a même, c'est tellement intelligent qu'il y a un truc qui s'appelle Explain XKCD. C'est un wiki où vous avez des gens qui se réunissent pour expliquer ce qu'il a voulu dire. On va parler, donc, il va parler de l'analyse, il va parler en fait ici des comparaisons multiples. Donc vous voyez les deux personnages d'XKCD qui disent les dragibus, provoquent de l'acné. Bon. Et donc le type de droite dit, on va faire les tests, hein, on va voir un peu comment ça fonctionne. Et en fait, ils font les tests, et ils montrent que statistiquement, il n'y a pas de différence il n'y a pas de lien entre les dragibus et l'acné. Bon. Seulement la fille, elle dit, j'ai cru entendre que certaines couleurs provoquent de l'acné. Bon, le type, il dit, c'est simple, on va faire des comparaisons multiples. Donc, il trouve qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de lien entre les dragibus saumon et l'acné.
entre le rouge et l'acné, entre le turquoise et l'acné, entre le magenta et l'acné, entre le jaune et l'acné, entre le gris et l'acné, entre, putain, je sais pas ce que c'est, marron, bon, bref, entre le cyan et l'acné, bingo! Il y a un lien statistique entre, entre les dragibus verts et l'acné. Waouh! Il est super content. Et ben les moves, ça marche pas non plus. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin, à votre avis, si c'était un laboratoire pharmaceutique qui vendait les dragibus? Et ben, dans les nouvelles, on aurait les dragibus verts provoquent l'acné avec une intervalle de confiance de 95%, il n'y a que 5% de chance de se tromper. D'accord? Ben, en fait, c'est faux, parce que chaque fois on a lancé le dé, on a fait une comparaison pour montrer si les couleurs, chaque couleur provoquait de l'acné. Chaque fois, on prend le risque de montrer quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, ce risque alpha, le risque l'inflation du risque alpha dû à le nombre, dû aux comparaisons multiples, peut être calculé. En fait, je l'ai calculé. En tout, XKCD a fait 21 comparaisons, ce qui fait que le risque est à 0,66. Autrement dit, il y avait 66% de chances de montrer qu'il y avait une couleur parmi toutes celles-là qui allait provoquer de l'acné. Vous imaginez? Mais en fait, il y a des études, il y en a une, je ne sais plus ce que c'est en gynéco, il y a eu 52 comparaisons. Et dans les 52 comparaisons, évidemment, il y en a plusieurs qui sont positives, donc les gens étaient super contents. Ils ont dit, ah, c'est super, les stérilets verts permettent de diminuer le nombre de grossesses. Voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, ça, c'est XKCD qui se moque. Mais maintenant, on va revenir à la réalité, parce que des XKCD, il y en a aussi dans la vraie vie. Donc ça, c'est Shift. Donc toujours pareil, l'ivabradine dans le patient insuffisant cardiaque. Donc ça, c'est le papier Princeps. Je vais simplement vous faire voir quelque chose. Donc le critère primaire est négatif, et positif, pardon, excusez-moi, très positif. Les critères de mortalité, on va simplement voir ces trois-là. Le premier est à 0,90, donc il y a une amélioration de la mortalité. Je vous dis des bêtises, en fait il n'y a pas d'amélioration, parce qu'on est à 0, on a un petit p à 0,09. Le numéro 2, on n'a pas d'amélioration non plus, parce qu'on est à 0,128. Le troisième, en fait, on a une amélioration de la mortalité par insuffisance cardiaque, donc de 26%. D'accord? Retenez bien, c'est 26%. Encore une fois, c'est un critère primaire. C'est un critère secondaire. Donc, toujours nos amis de Dior.org. Et en fait, quand je suis tombé sur cet article, je suis tombé sur les fesses, parce qu'ils disent qu'en gros, il y a une amélioration de la mortalité totale de 17%, de la mortalité par insuffisance cardiaque de 39%, et c'est exceptionnel, quoi. Donc, il faut en prescrire. Alors, je me suis dit, c'est marrant, parce qu'en fait, d'où est-ce qu'ils sortent ces chiffres? Parce que 17%, 39%, c'est pas du tout ce que l'on voit. Nous, on voit 26% au maximum. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'encore une fois, j'ai pas grand-chose à faire dans la vie. Et je me suis rendu compte que l'article que vous avez vu précédemment a été modifié. Qu'il y a une partie d'une phrase qui a sauté et qui a été supprimée pour une raison X ou Y. En fait, le bonhomme qui a été interviewé, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la recherche Servier et dans l'ivabradine. Et il a dit cette phrase. Il a dit « Je sais que c'est en post-hoc, mais la mortalité totale a été réduite de machin, machin, machin. » Pour une raison X ou Y, X ou Y. Ça a été supprimé et c'est devenu ça. Donc en fait, le fait que ça a été reconstruit, l'information a été supprimée de cet article. Donc finalement, vous êtes tombé, vous avez monté de niveau de vérité. Et en fait, voilà la reconstruction. C'est un abstract qui a été publié donc, quelques années après Shift, 2 ans après Shift, où en fait, ils ont réanalysé le Shift en regardant les patients qui étaient le plus à risque. Donc encore une fois, c'est du post-hoc, c'est une reconstruction. Et là, en effet, ils ont trouvé les 39%. Mais c'est du post-hoc. Et voilà la réalité. Ça, c'est XKCD, et ça, c'est un journal anglais. Donc c'est le post-hoc reconstruit est devenu The Wonder Drug, la pilule miracle. 10 livres par mois diminue le risque de mortalité par insuffisance cardiaque de 39%.